Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo interview dans la tête de Mariam Younous Ebener que j'ai la joie de recevoir afin de parler d'un livre dans lequel elle a parlé de son parcours migratoire qui s'appelle Migration, voix de femme, écrit par l'autrice Nicole von Kennel et illustré par les photographies de Sarah Karp. Ce sont des vidéos que je fais maintenant depuis une dizaine d'années, j'ai reçu une soixantaine de personnes sur ma chaîne. Si tu veux voir les autres interviews que j'ai déjà pu faire, tu peux regarder dans la description, il y aura un lien qui te mènera à une playlist pour que tu puisses voir les autres interviews. Et donc aujourd'hui, Mariam, tu vas nous parler de ton parcours migratoire depuis l'Afghanistan, quand tu es partie à l'âge de 7 ans, il me semble. Ouais. Et donc voilà, je te laisserai voir dans la description, il y aura un lien directement si tu veux te procurer le livre qui est un très bel objet et super bien documenté. Donc vraiment, je te le conseille, moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas juste des témoignages, il y a aussi tout un contexte en fait social et historique avec des paragraphes par année pour parler en gros des situations que vivaient les femmes au moment où elles ont dû partir de leur territoire, avec aussi des éléments géographiques. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant, on dirait une mini encyclopédie et j'ai beaucoup apprécié. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans l'histoire de Mariam. Est-ce qu'avant du coup de commencer avec mes questions, tu peux te présenter de la manière dont toi, la façon dont tu préfères en fait être présentée? Très bien, oui. Alors, Mariam Younous Ebener, je suis prof d'histoire au Collège Voltaire. Je suis aussi maire de la ville d'Aunay et présidente des Verts Genevois. Je suis mariée et j'ai 2 filles. Moi, ce que j'ai retenu de la lecture de ton témoignage, c'est que déjà tu es issue d'une bonne famille, comme on pourrait dire, puisque ton père est ou était médecin. Maintenant il est à la retraite. Donc ton père était médecin. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup du cadre de vie que tu avais avant de partir de là-bas? Oui, alors moi j'ai des super souvenirs d'enfance en Afghanistan. On vivait dans une maison, c'était c'était vraiment agréable et je trouve qu'il y a un énorme fossé entre comment les enfants vivent ici et comment nous on vivait en Afghanistan. En fait, on n'avait pas de jouets. Et puis on était beaucoup dehors, à l'extérieur. Moi je me rappelle, j'avais une espèce de petite poupée que j'avais fait moi-même qui était toute petite comme ça. Et puis, donc, on développe beaucoup l'imaginaire, on joue beaucoup ensemble. Et c'est vraiment, moi, j'ai des souvenirs d'être beaucoup dehors à l'extérieur. Et puis, évidemment, quand la guerre, elle a commencé, j'ai aussi des souvenirs de guerre, mais pas du tout traumatisants. Parce que j'avais transformé tout ça en jeu. Et quand, par exemple, j'entendais les avions, je faisais un vœu, parce que mon père est parti de l'Afghanistan avant nous. Et puis je me disais, je faisais un vœu pour le revoir le plus rapidement possible. Et puis quand il y avait par exemple des mitraillettes ou des bombardements, puis qu'il fallait descendre dans la cave, moi j'adorais descendre dans la cave, parce que c'était un lieu de jeu en fait. C'était un espace de jeu pour moi, donc je m'amusais beaucoup dans cette cave, malgré les mines très graves des adultes. Et là j'ai un souvenir très fort, c'était... tout le monde était extrêmement inquiet parce que mon grand-père, il n'était pas là, puis il tirait énormément à l'extérieur. Et je me vois, moi, dans cette cave, à tourner, à m'amuser, puis voir les adultes très inquiets. Mais ça ne m'a pas forcément impacté parce que j'avais tourné ça comme ça. Ouais, justement, c'est une question que j'allais te poser. C'était un des premiers points dont je voulais parler, parce qu'en fait là on parle quand même d'une période où tu es vraiment toute petite, tu as moins de 7 ans en fait, puisque tu es partie à 7 ans d'Afghanistan, et à un moment donné dans ton témoignage tu dis que tu es plus dévastée par la journée du départ, le moment où tu as dû faire tes adieux, que par les souvenirs concrètement des détonations, des armes à feu qu'il y avait dehors, du chaos en fait, littéralement dont on peut parler. Est-ce que tu saurais entre guillemets expliquer comment c'est possible que dans la tête d'un enfant, ça se passe comme ça? Je dirais le départ, ça a été difficile parce que en fait, tu sens que ces gens, tu les reverras plus. Et comme tout le monde pleurait, c'est une déchirure qui est très émotionnelle. Et puis à chaque fois que je me rappelle de ça, ça me rend triste. Ouais. Tout le monde pleurait, il y avait une énorme tristesse. Et les gens regrettaient de partir, puis évidemment... ma mère, ma sœur, ça a été un moment douloureux. En fait, disons que cette guerre, quand on est enfant, il y a ces moments où on joue avec la guerre, et puis on s'invente des histoires, puis on profite de moments propices d'aller dans des lieux où on n'a pas le droit d'aller, comme la cave. Et puis, j'ai aussi des flashs, des souvenirs où tout à coup l'école, elle s'est vidée.
il n'y avait plus de pupitre, puis nous on était un peu par terre comme ça, dans un coin, et là c'était chaotique. Puis là au niveau de la sécurité et puis du bien-être, c'était beaucoup moins agréable. Il y avait une ambiance, je dirais, un peu chaotique. Puis dans les ambiances chaotiques où il n'y a plus de cadre, où on n'est plus forcément en sécurité, et bien là on se sent un peu perdu. Puis là pour un enfant c'est beaucoup moins agréable. C'est un manque de repères en fait, habituel. Ouais, exactement. À chaque fois qu'il y a eu des moments de tension où ça a été difficile, si j'étais avec la famille, si j'étais avec ma mère et mes frères et sœurs, je me suis toujours sentie en sécurité en Afghanistan. Mais dès que je me retrouvais par exemple sans eux avec une copine, dans une école où les profs, et puis que le cadre était, il n'y en avait plus, où les limites étaient tout devenait très flou, là c'était je me sentais beaucoup moins à l'aise. Ouais. Ouais, je comprends. Lorsque toi tu fêtes tes 5 ans, il y a donc une invasion militaire qui arrive dans ta région. Et donc tu vas rester quand même 2-3 ans encore sur le territoire pendant qu'il y a la guerre, avant de pouvoir partir en Suisse et obtenir le statut de réfugié politique. C'est bien ça. Et donc tu as pu partir, si j'ai bien compris, parce que ton oncle maternel était déjà ici. En fait, si on est venu en Suisse, c'est parce que lui il était ici. Si, je dis n'importe quoi, si il avait rencontré une Anglaise, on aurait été en Angleterre. Ouais, en gros il y avait juste un lien familial qui a permis de faire du coup le tunnel jusqu'ici. Exactement. Donc ton père est parti avant vous, et toi donc tu l'as rejoint avec tes frères et sœurs et ta mère du coup lorsque tu avais 7 ans, donc dans les années 80. Ouais, en 82. En 82. Tu parles du coup de ton arrivée en Suisse et tu dis que ton père t'explique qu'il fallait vivre comme eux, donc comme les Suisses, et que tu as pris ça à la lettre. Comment ça se passe dans la tête d'une enfant de 7 ans de justement faire la transition entre chez moi et chez eux? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, chez moi et chez eux? Donc chez moi c'était avec la culture afghane, donc on parlait le persan, on fréquentait la communauté, on avait on allait voir les Afghans. Et puis chez eux, je dirais que pour moi il y avait une forme de modernité. Et puis c'était un autre rapport, par exemple entre les parents. Il y avait une démonstration affective qui était montrée, comme chez moi il n'y avait pas. Entre mes parents par exemple, il y avait une espèce de pudeur qu'il n'y avait pas. Et puis je dirais aussi, je sais pas, c'est des souvenirs qui me viennent, mais quand j'allais chez les gens, moi ce qui me surprenait c'était au niveau matériel. Tout ce qu'il y avait comme jeu, tout ce qu'il y avait comme habit. En fait, cette aisance matérielle... Une abondance, tu dis? Ouais, l'abondance. Ouais. Là, il y avait une abondance au niveau matériel qu'il n'y avait pas chez nous. Et du coup, toi, tu le vivais plutôt positivement ou c'était plutôt de la jalousie ou de non, avec mes yeux d'enfant, je me disais waouh, c'est génial. Ouais. Et qu'est-ce que tu entendais, parce que du coup j'imagine que ça a dû évoluer avec l'âge, mais qu'est-ce que tu entendais par il faut vivre comme... Comment ça se passe justement ce processus d'assimilation que vivent toutes personnes qui migrent, souvent qui va que dans un sens, parce qu'on dit en gros aux personnes qui migrent, vous devez vous intégrer, mais en réalité pour pouvoir être intégré il faut qu'on nous intègre aussi. Mais du coup toi, dans ton regard plus jeune, qu'est-ce que ça voulait dire en fait de devoir changer tes habitudes pour pouvoir t'adapter? Alors c'était, je dirais, l'intégration, c'était là, quelque part, là derrière, il y a l'idée d'une réussite scolaire. Ça passait donc par la voie ça passait des par études. C'était la réussite scolaire, c'était de comprendre leur code, le code des gens, c'est-à-dire comment ils s'assiedent, comment ils mangent, comment ils se comportent. Et puis d'être comme eux en fait. En fait, comme du mimétisme. Ouais. Et puis donc après on développe des réflexes par rapport à ça. Je trouve des fois je les ai encore, mais c'est d'arriver dans un lieu puis d'observer pour voir comment les gens se comportent et comment ils sont, et puis de faire la même chose. Et c'est conscient? C'est quelque chose que tu fais consciemment, c'est-à-dire tu prends l'énergie mentale de te dire tiens je vais faire ça comme ça pour... Ouais, tout le temps. Ok. Par exemple, je sais pas, quand j'ai connu mon mari, eh bien, chez eux, on est arrivé, à un moment donné, voilà, il m'a invité, et puis ils ont mangé un plat que moi, j'avais jamais mangé. C'était quoi? Tu te souviens? Ouais, c'était
c'est ce plat-là, la bourguignonne. Ah, la fondue bourguignonne. Ouais, la fondue bourguignonne. Puis il y a différentes sauces. Ouais. Et puis je me suis dit, purée, j'ai jamais mangé la fondue bourguignonne, comment on fait? Alors j'observais, mais je le fais discrètement, hein, je n'étais pas là en train de les fixer comme des dingues, mais donc j'observais un peu pour voir comment ils faisaient. Et puis eux, ils se sont extasiés parce que je faisais comme eux. Parce qu'en fait, eux, ils faisaient pas comme les autres. Ah, ok. Et ça, c'était génial. Tu prenais leurs mauvaises habitudes, voilà, entre guillemets, exactement. Ah, mais génial, tu fais aussi comme nous. Puis moi, dans ma tête, je disais, non, enfin, je fais comme vous parce que j'ai jamais fait ça. Ah, eux, ils pensaient que c'était spontané. Ouais. Alors que pour moi, c'était juste du mimétisme. Je me suis dit, ok, alors on met les sauces, puis ils les mélangent, d'accord, alors je vais les mélanger, puis je faisais comme eux. Parce que j'ai jamais fait ça. Trop drôle. Moi, ce qui m'intéresse dans justement tous ces récits de migration, c'est la façon dont on va combiner ou pas justement sa culture d'origine et sa culture d'arrivée, entre guillemets. Personnellement, j'ai mon avis sur si c'est positif ou pas, le fait d'être vraiment assimilé totalement ou non à une certaine communauté. Et j'aimerais savoir ce que toi t'en penses, à quel point c'est nécessaire ou pas, entre guillemets, d'effacer son passé et d'où l'on vient, et justement le côté un peu communautaire, le côté ce qui fait que t'es toi de base, avec... Enfin voilà, comment tu fais cohabiter ces deux sphères et tu mets où la limite en fait? Je pense que à chaque fois qu'une communauté ou une mentalité enlève des libertés, eh bien ça, il faut l'enlever. Ok. Et moi, ma limite, elle est là. C'est quand je me suis retrouvée dans des situations où j'ai senti qu'il y avait une inégalité entre moi et mes frères, ou mes sœurs et mes frères, parce que nous, on a eu une éducation très genrée. On vient d'une famille avec un système patriarcal très fort, assez machiste. Moi aussi. Et pourtant, il est espagnol, mon père. Ouais. Alors, je pense que le machisme, ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais, pour le coup. C'est vraiment une mentalité, puis c'est un système. Le système patriarcal, il existe dans le monde entier. Et puis, je sais très bien que comment les Afghans, les Pakistanais, les Indiens sont, on peut trouver ça dans la Méditerranée ou en Amérique du Sud. Donc, je pense que le patriarcat, c'est universel. Et puis, moi, ma limite, elle est là. Et dans n'importe quelle culture, c'est-à-dire que quand on m'enlève la liberté, pour moi, c'est qu'importe la culture, c'est pas possible. J'accepte pas en fait. Du coup, toi, tu disais dans ton témoignage que tes parents, ils étaient plutôt ouverts au fait de... Enfin, c'est ça qui est paradoxal, que tes parents, ils t'encourageaient justement à dire, on va vivre comme eux, on va prendre leurs valeurs, on va faire justement en sorte de s'intégrer, mais on s'arrête à un certain point. Et ce point, c'était lequel du coup? En fait, ce que je remarque, et puis c'est ce que tu dis, et ça, à mon avis, ce nerf de la guerre, c'est que l'honneur de la famille repose, et ça c'est dans tout le système patriarcal, soit dans les 5 continents, je trouve que c'est basé sur... Le système patriarcal, pour moi, le nerf, il est basé sur la virginité de la femme. Finalement, l'honneur de la famille repose sur la virginité des filles. C'est du nerf quand on y pense. Moi je le sais, ça fait des années que je sais, mais à chaque fois que je l'entends, je me dis mais en fait on est toujours là. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. On est toujours dans ce monde. Et puis de se dire, et finalement nous on n'a rien demandé. Et on nous impose ça et on doit faire avec ça. Et puis ça donne une énorme liberté aux hommes parce que eux, ils n'ont pas cette pression. Et puis nous, on nous enferme, on nous donne toutes sortes de raisons. Tu vas te faire agresser, ça pas bien, tu vas tomber enceinte. Exactement, voilà. Et donc finalement, on nous enferme là-dedans et il n'y a pas de raison. Puis moi, c'est une discussion que j'ai avec les élèves régulièrement. Ouais. Parce que quand on évoque le système de l'Ancien Régime, donc on remonte... au XVIe siècle, au XVIIe siècle, puis je fais les mœurs avec eux. Puis je leur dis, voilà, c'est un système bien genré, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et puis je leur parle justement de l'honneur familial qui repose sur la sexualité des femmes, et il y a toutes sortes de dictons là-dessus. Par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est j'ai lâché mes coqs, garde ses poules qui pourra. Il ne faut pas faire grenier de filles. Y a toutes sortes de dictons qui montrent que les filles, il faut les protéger. Il faut les tenir, quoi. Il faut les tenir. Vraiment comme un animal en laisse, quoi. Complètement, ouais. Et quand je leur dis ça, je leur dis, voyez, on a évolué sur toutes sortes de choses. Au niveau matériel, au niveau de la modernité. À l'époque, eh bien, tout se faisait avec la force animale et puis la force humaine. Mais il y a un truc qui n'a pas bougé, c'est ça.
Ouais, c'est de tenir ces chiennes ouais. à leur place. Là. Quoi. Donc, et là, je vois sur leur visage, en disant waouh, en fait, on a toujours gardé ce système ancestral par rapport aux filles. Ouais, c'est impressionnant. Pour revenir à ton histoire familiale, donc est-ce que c'était clairement dit? Est-ce que c'était quelque chose d'explicite, le fait qu'il fallait s'ouvrir justement à ces nouveaux codes, à ces nouvelles manières de faire, sauf en ce qui concerne la liberté sexuelle, comme on dit, ou est-ce que c'était sous-entendu? Non, c'était clairement dit. C'était clairement dit en disant maintenant, il faut s'intégrer, il faut... s'intégrer parce qu'on était redevable. Vraiment, j'entends mon père dire, ils nous ont accueillis, donc nous, on doit faire honneur à leur accueil en s'intégrant. Une forme de reconnaissance en fait. Ouais, exactement. Je mérite ma place. Quoi. Il y a quand même une idée de méritocratie un peu derrière. Mais de remerciement, surtout. C'est vraiment merci de nous avoir accueillis et on sera à la hauteur. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que après, en fonction des parcours migratoires, on peut tomber sur des personnes, pour le coup ça ressemble plus à mon côté familial, qui pour le coup ne ressentent aucune gratitude, aucune reconnaissance pour des raisons légitimes aussi, où des personnes justement sont pas traitées forcément comme d'autres en fonction de certains critères, des personnes qui vont être justement parquées dans des sous-sols, qu'on va peut-être justement violenter à des frontières, qu'on va peut-être humilier administrativement, etc. Donc c'est vrai que les parcours migratoires ils varient en fonction de ça, et que moi je peux entendre justement qu'il y a des personnes qui se disent j'ai été accueillie ici mais je suis traitée comme un sous-être et en fait je vais pas dire merci. Toi qu'est-ce que tu en penses de ça du coup Alors je pense que une bonne intégration passe par un bon accueil. C'est sûr que nous on a été bien accueillis, donc comme on a été bien accueillis, on avait envie de s'intégrer, puis on avait envie de leur dire merci en fait. Et tu penses que vous avez été bien accueillis de par vos origines sociales ou pas du tout? Non, je pense qu'on a été bien accueillis parce que c'était durant la guerre froide. Et que l'invasion soviétique de l'Afghanistan, il y a eu un retentissement international. Et donc on a été accueillis parce qu'on on était réfugiés et parce qu'on a fui quelque part cette guerre. Et cette guerre, ce monde bipolaire, l'Est et l'Ouest, on est bien accueillis à cause... C'est vrai qu'en fonction des périodes dont on parle, et aussi des origines dont on parle, parce que toutes les personnes qui migrent ne sont pas traitées à la même enseigne. Il n'y a qu'à voir justement ce qui se passe à Lampedusa en Italie, toutes ces personnes qui meurent en Méditerranée, qui sont littéralement traitées comme des déchets, qu'on laisse au fin fond de l'océan comme si c'était pas des êtres humains. C'est vrai que ça pose question de se dire mais quels sont les critères sur lesquels on va partir du principe que toi tu mérites un appartement dans tel quartier genevois et puis toi tu auras le parking du centre commercial de Balexer. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Mais en fait aujourd'hui on peut faire la comparaison avec les Ukrainiens. Bien sûr. Ils ont été extrêmement bien accueillis, on leur a donné les papiers pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent s'intégrer, on a pratiquement créé un permis pour eux, donc eux, ça va bien se passer. L'intégration, elle va être plus facile. Et puis aussi ils sont blancs, ça joue aussi dans l'histoire. Non, c'est intéressant parce que du coup, justement dans ce livre-là, on voit que il y a des personnes de plusieurs origines ethniques qui arrivent à des âges différents, etc. Et on voit justement que tous ces critères sociologiques, finalement, en fait, ils influencent et ils permettent ou pas justement un accueil plus ou moins digne, entre guillemets. Mais donc toi, tu as eu la chance d'avoir un très bel accueil visiblement et de vivre longtemps du coup dans un appartement qui était certes petit, mais comme tu l'expliques, très convivial, très chaleureux, d'après ce que tu en décris. C'était en fait... moi ça c'est un truc que je garde de la culture afghane, c'est la convivialité. C'est d'avoir toujours des invités, la porte elle est toujours ouverte, n'importe qui peut débarquer à n'importe quel moment, il y aura toujours à manger. La table elle est ouverte 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, tout le temps. Et puis c'est quelque chose qui est resté chez nous, puis moi c'est quelque chose que j'ai gardé. Et c'est pour ça que j'aime la politique, parce que j'aime être avec les gens. Mais c'est cette convivialité d'accueillir les gens, de rester une après-midi entière à table. Donc on a fini de manger, on passe au dessert, on boit du thé toute l'après-midi, puis après elle arrive 6-7 heures le soir, puis on recommence à manger. La nourriture revient souvent dans le récit, on voit que ça a sa place. Bon, du coup, comme tu le disais, tu as réussi tes études, tu as fait ton parcours dans l'enseignement et tu t'es lancée en politique.
J'imagine que en tant que femme non blanche, ça n'a pas dû être super évident, même si tu dis que tu as été plutôt bien traitée, notamment dans les cadres professionnels, mais moins quand tu étais enfant. Il y a une anecdote dont tu parles où tu dis qu'il y a une femme, mère d'une de tes camarades, qui fait quelque chose de particulier. Est-ce que ça te dit de me raconter? Oui, c'était... Moi, je trouve que c'est extrêmement humiliant ce qu'elle a fait. Puis quand j'y pense maintenant, aujourd'hui, en tant que maman qui a accueilli des copains et des copines de mes filles, je trouve que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc cette copine, elle m'a invitée à jouer chez elle un mercredi après-midi. C'était très sympa. Dans sa chambre, évidemment, j'avais l'impression d'être dans un magasin de jouets. Il y en avait partout. Donc on joue, et puis déjà ça, je trouve que c'est pas très cool de sa part. On joue, puis à un moment donné, elle appelle sa fille pour prendre le goûter. Mais moi, elle me propose pas de l'accompagner pour prendre le goûter. Donc la fille, voilà, je pense qu'elles ont pris leur goûter. Puis moi, j'ai continué à jouer. Et puis après, elle vient, on continue à jouer, et au moment de partir, elle me fait les poches. Pour être sûre que... Ah, une enfant, quoi. Ouais, d'enfant. Et en fait, c'est terrible. Ça, c'est un truc que j'oublierai pas. Je sens ses mains à l'intérieur de mes poches, encore maintenant. Et là, j'ai ressenti une telle humiliation. Et j'ai vu que sa fille, elle était mal à l'aise. Et ouais, voilà. Puis après, moi, je pars. Ouais, c'était hyper violent. Et des événements comme ça, est-ce que t'en as revécu en tant que femme migrante ou pas du tout? Est-ce que cette réalité, elle t'a reclaqué en plein visage à des moments où justement tu t'y attendais pas? Oui, alors évidemment les propos racistes et puis xénophobes, ouais, j'en ai vécu un certain nombre. Je sais pas, c'est tellement bête, place de parking, on essaye de se parquer. Puis je sais pas, on n'avait pas vu qu'il y avait deux dames qui voulaient aussi se parquer, alors on n'a pas fait exprès, puis on leur a pris leur place de parc sans faire exprès. Puis quand on sort, elles disent ouais évidemment c'est des étrangers, vous êtes des étrangères, c'est pour ça que vous ne savez pas vous comporter, puis que vous faites ça. Puis je dis non, on n'est pas étrangers, on est suisses. Puis là elle me dit ouais, Suisse acheté. Quoi? Ah, parce que naturalisé? Ouais. Mais c'est quand même impressionnant. Ouais. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à fuguer à un moment donné? Moi, ce qui m'a poussé à partir, à fuguer, c'est cette inégalité de traitement. C'est que je me vois en train de plier le linge de la lessive avec ma mère, et puis je vois mon frère passer, puis dire voilà, je sors, bonne soirée. Et puis voilà, puis moi je me dis, puis moi je fais quoi? Je vais passer ma soirée à ranger la lessive. Apprenti domestique. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça m'a révoltée. Puis eux, ils venaient avec leurs copines, alors j'en demandais quand même pas tant. Parce que je me disais bien que je pouvais pas venir, si j'avais des petits copains, je pouvais pas imposer mes petits copains à la maison. Puis eux, leurs copines partaient en vacances avec nous, elles mangeaient. Enfin, normal, comme les Européens. Donc je n'étais pas aussi exigeante, mais au niveau de la liberté, puis de sortir, quand même. Parce qu'en fait, dans la culture européenne, où il y a moins peut-être dans les autres continents, typiquement en Asie, en Afghanistan, il y a une culture festive la nuit. Qu'il n'y a pas ailleurs. Et puis, donc, mes frères, ils ont pu avoir accès à cette culture festive la nuit, et nous, on n'avait pas accès. Parce que finalement, toi, ton parcours, il est assez... je sais pas s'il est représentatif de la majorité, pour le coup, même s'il est très porteur d'espoir, il est très beau, mais c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit vraiment genre l'option la plus probable la plupart du temps pour les personnes qui migrent. En tout cas, c'est possible. Et puis c'est ça mon message. Oui. Ouais, ça c'est le message que j'ai envie de porter, c'est de dire, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Mais vraiment. En fait, il faut des figures de représentation, c'est important quand tu penses. En fait, on peut vraiment y arriver, y accéder, et surtout, on est dans un système où, si on décide de rompre avec cet enfermement, parce que pour faire des études, il faut quand même avoir une certaine forme d'épanouissement. Parce que c'est quand même dur, hein, les études, hein, il faut bosser, mais il faut être bien dans sa tête, il faut être épanoui. Il faut avoir un certain capital aussi. Ouais. Puis avoir un peu de plaisir. Si on n'est pas des machines, si on fait que travailler, puis on est frustré, puis qu'à la maison on est brimé, puis qu'on n'a rien le droit de faire, ça joue pas. Hein. Donc, mais ça veut dire qu'il faut rompre avec la famille, la communauté, puis il faut être déterminé. Mais en même temps, il y a une porte de liberté qui est extraordinaire, et on peut être accompagné si on décide de rompre. Parce que bien sûr que c'est une déchirure, c'est difficile, mais on peut avoir la force de le faire et le courage, parce qu'on ne sera pas seul.
Quelles ont été tes ressources à toi au moment de ta fugue? Parce que j'imagine que tu as dû partir quand même avec un plan, avec quelque chose en tête, ou t'es juste parti comme ça sans rien et puis... Enfin, comment ça s'est passé? Non, alors vraiment, c'était... je suis partie parce que à un moment donné, je vivais avec ma sœur. Attends, comment ça s'est passé? Parce que là, ça se brouille. Ah, Ouais. Euh, oui, j'ai quitté la maison parce que justement, j'avais aucune liberté. ok. Et, et puis là, j'avais quitté la maison et puis j'avais un petit copain à l'époque. Ah, Puis ok. c'est lui qui m'a accueilli dans un premier temps. Et puis après, on a trouvé un arrangement avec mes parents pour que j'aille chez ma sœur. Ok. Mais si, c'est pas que moi je voulais une liberté folle, je voulais juste continuer l'intégration qui m'a été demandée. À la Enfant. manière Ouais. qui toi te plaît. Ouais, et puis ça faisait vraiment partie de la culture suisse. Mm. En fait, de ne pas sortir le vendredi soir ou le samedi soir, c'était, on était un peu exclus, on faisait pas partie quelque part du groupe, du système. Puis on revenait lundi à l'école, tout le monde avait vécu plein de trucs. Et Sauf tout le monde- toi. ouais. Ouais. Et nous, on n'avait rien fait du week-end. Mhm. C'est quand même C'est triste. intéressant. Ouais. Mais il y a eu quand même du coup des éléments qui t'ont permis de t'accrocher à quelque chose, quoi. T'es pas parti comme ça sans rien et sans personne. Non, alors vraiment, j'ai eu cet accueil à un moment donné chez ce petit copain, que je remercie encore aujourd'hui S'il passe par là. voilà, de m'avoir aidé et de m'avoir accueilli. Et puis après, ben, on a trouvé un modus vivendi avec ma sœur. Et donc à partir de là, est-ce que tu sens que vraiment ça a switché dans ta capacité justement à vivre ta vie comme tu l'entendais, Ouais. à justement pouvoir faire tes projets, réussir Oui. dans ce que tu voulais? En fait, ouais, c'est là où j'ai réussi, j'ai envie de dire, à l'école. Mhm. Donc moi, quand j'ai fugué, j'étais en troisième année, j'étais en échec, il n'y a rien qui allait. Puis après, on a trouvé ce modus vivendi à l'intérieur de la famille, où je suis revenue à la maison, après avoir été envoyée à Londres, en Italie. Et puis quand je suis revenue, eh ben, ils m'ont donné cette liberté. Mm. Que je demandais, hein, qui n'était pas énorme, hein, c'est-à-dire juste un peu pouvoir profiter. Un peu de marge de manœuvre. Voilà, et puis un peu de pouvoir sortir et puis être un peu libre dans mes mouvements. Mhm. Et quand j'ai réussi à faire, quand j'ai pu faire ça, j'ai pu m'épanouir. Et puis là, la scolarité, ça a été tout seul. Hein. Mm. J'ai passé la troisième année, j'ai fait ma matu, j'ai fait mes études universitaires, et puis c'était tout bien. Mm. Super intéressant. À un moment donné, tu es retourné en Afghanistan et tu as dit que tu n'as pas du tout reconnu ton pays. Et j'imagine que même si tu y retournais encore maintenant, ce serait encore lunaire parce que aux dernières nouvelles, ce qui se passe maintenant en Afghanistan, c'est pas très joyeux pour les femmes. Non, je pense que l'Afghanistan que moi j'ai connu enfant, l'Afghanistan dans lequel mes parents se sont épanouis jusqu'à l'âge de 40 ans, parce que ma mère elle est venue ici, elle avait 40 ans, cet Afghanistan-là, il n'existera plus. Ça c'est évident. Hein. Et pour des personnes qui n'ont aucune idée de à quoi ça peut ressembler, est-ce que en 2 mots tu peux nous dire quelle est la différence entre celui que l'on peut retrouver actuellement et celui que tu as connu? Celui que j'ai connu, on pouvait se déplacer, c'était un environnement dans lequel on pouvait s'épanouir parce qu'il y avait une certaine forme de liberté, puis c'était beau aussi. C'était beau, il y avait la convivialité, on avait du plaisir à être dehors, on s'amusait. Celui d'aujourd'hui, les gens, quand on est dehors, on se sent brimé. On ne se sent pas libre, on sent une pression. Ouais, il y a une surveillance constante et on n'est pas à l'aise. En fait, à l'extérieur, moi, à Kaboul, je me sentais pas à l'aise. Quand tu dis on, tu parles de quelle catégorie de personnes? Les femmes. En particulier les femmes? Ouais, Okay. ouais, que les femmes, je dirais. Comme tu es une femme qui est en politique et que tu t'intéresses à ces sujets et puis que tu vois justement ces mécanismes tourner à nouveau en boucle, si tu les vois, j'imagine que oui. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui est important en fait à garder en tête pour justement ne pas refaire ça, ne pas se retrouver à nouveau Enfin, tu vois, tu dis que tu vas en Afghanistan, tu revois des choses, on s'imagine que c'était il y a un millénaire, mais en fait c'est maintenant. Tout à fait. Enfin, en fait, c'est vraiment, je dirais, mai 68, cette révolution sexuelle, où on a pu retrouver une certaine forme de liberté, il ne faut jamais l'oublier. Il faut en parler régulièrement et de dire finalement les femmes elles ont obtenu leur indépendance du moment où elles ont pu travailler. Et être reconnues dans leur travail. Ouais, surtout. Voilà, être reconnues dans leur travail mais avoir un salaire. Et au moment où les femmes elles ont eu leur indépendance économique, il y a eu une augmentation des divorces. Oui, ça
c'est clair. Donc finalement, ce qu'il y a de très important, puis ça je le dis régulièrement à mes élèves, c'est l'indépendance économique. Et il faut vraiment que jamais elles se mettent dans des situations où elles dépendent de quelqu'un d'autre, parce que c'est l'enfermement. Et puis je les rends très très attentives je dirais, au congé maternité. Parce que le congé maternité, eh bien, on s'enferme dans des habitudes, on prend des responsabilités, c'est des trucs tellement bêtes. On prend un temps partiel. Ouais. Et puis c'est nous qui rangeons les choses. Puis après, quand il faut faire la valise pour aller quelque part ou préparer, eh ben, si on n'a pas impliqué nos conjoints, eh ben, ça sera toujours nous qui devrons faire les valises. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'était un des points sur lesquels je voulais revenir. C'est comique quand on y pense par rapport à la vie que tu as vécue avec les rôles avec lesquels tu as grandi, de voir que dans ton couple actuel, du coup, les codes sont complètement cassés. Tu dis justement à un moment dans ton témoignage que, en fait, si j'ai bien compris, c'est ton mari en fait, qui adopte plutôt le rôle de parent au foyer, du coup. Je sais pas si du coup il a un métier. Oui, alors il est prof de ça. Et il est aussi prof. Il est prof de biologie à 100%. Mais à chaque fois que j'ai pris une responsabilité, j'en ai discuté avec lui. Parce qu'il y a quand même un moment où tu dis, lui, il exige d'avoir un mois dans l'année, une semaine. Une semaine, ouais. Dans le bien mois, sûr. et un soir par semaine. Ouais, en fait, ce qu'il fait, c'est que nous, je trouve que nous, les femmes, en général, et puis je vois mes copines qui sont dans le scénario inverse, elles ne se posent pas, elles ne se donnent pas la liberté de. Tandis que nous, quand on est rentré dans ce modèle-là, tout de suite, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Quel modèle? Tu peux juste le recontextualiser? Dans le modèle où c'est plutôt lui qui allait davantage s'occuper des enfants, eh bien, il a tout de suite eu des revendications. Mais c'était instantané. Il dit, ok, je m'en occupe plus, mais à certaines conditions, avec un cadre, quoi. Ouais, exactement. Je suis d'accord de jouer ce rôle-là, mais moi, je veux une semaine de vacances. Et du coup, à ce moment-là, quand vous avez posé ce cadre-là, lui, pourquoi c'est lui qui avait ce rôle et du coup, toi, quel rôle tu avais? En fait, c'est au moment où moi, je suis rentrée dans un exécutif. Est-ce que tu peux juste expliquer? Ah oui, pardon. Au moment où, donc moi, voilà, tant qu'on était les deux enseignants, c'était plus ou moins équilibré, même si je dirais que je faisais un peu plus. Mais bon, ça, je pense que s'il l'entend, ça l'énervera, mais vraiment, je faisais plus. Et on te croit. Voilà. Au moment où il a pris plus la charge mentale, c'est quand moi, j'ai été élue en tant que conseillère administrative à la ville d'Aunay en 2020. Okay. Et là, c'est clair que par rapport aux représentations, aux cérémonies, je suis moins à la maison que lui. Donc c'est lui qui a dû prendre davantage la charge mentale. Ouais. Et lui, il n'a pas eu de problème à mettre tout de suite justement ses exigences et dire je veux bien, mais à condition de, alors que c'est vrai qu'en tant que femme, surtout dans un cadre hétérosexuel, il y a toujours ce truc de mais en fait je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise femme, si je commence à dire qu'en fait je veux être seule. Mais nous, je pense qu'on se pose pas la question. Hein. Du coup, moi je voulais terminer avec une dernière citation. À la page 198, tu dis « Encore et toujours s'affranchir de sa communauté. Je reste convaincue que la construction au sein de la communauté fait beaucoup de dégâts. C'est impossible de trouver un équilibre si on oscille entre deux mondes. Bien sûr, la famille est importante. Du pays d'origine, il faut conserver la culture au sens large, celle qui nourrit l'esprit comme la littérature, la peinture, le théâtre, la musique. Mais il faut s'éloigner de celle qui ne respecte pas les droits humains. À chaque fois qu'une pratique culturelle va à l'encontre de ses droits fondamentaux, il faut la faire disparaître et c'est l'unique solution. » Moi, je voulais juste faire un point là-dessus parce que, à nouveau, c'est propre au vécu de chacun. Je pense que la communauté, ça peut être vécu justement soit comme quelque chose d'extrêmement limitant et contraignant pour certaines personnes, comme ça peut être ton cas, ou peut-être la notion de communauté représentait plus un genre de surveillance et de pression qu'autre chose. Mais je pense que la communauté, ça sert aussi des fois à reconstruire des choses qui ont été perdues, tu vois, des liens qui ont été brisés. Moi qui fais partie justement de sphères militantes plutôt axées dans la culture d'Amérique latine, c'est vrai que nous, on ressent cette force dans la communauté, tu vois. Mais dans notre communauté, par exemple dans le groupe de folklore percussion que j'ai avec certaines amies, on inclut aussi par exemple des Suissesses, des Espagnols, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Amérique latine, tu vois. Mais du coup, on construit communauté autour d'à nouveau de principes, de valeurs. C'est notamment un groupe féministe qui fait de la musique, etc. Donc je voudrais savoir, toi, quand tu entends le mot communauté, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est forcément quelque chose de limitant et contraignant ou tu vois quelque chose aussi de... Alors la communauté, comme tu l'as décrit, c'est génial. Je veux dire, moi je rentre demain dans une communauté comme ça, c'est hyper chouette. Mais moi j'ai dû prendre mes distances avec la communauté afghane. Mais maintenant, quand je vois des fêtes, ou j'ai été à cette fête que ma soeur elle a organisée,
eh bien, ça résonne de nouveau. Et puis je leur ai dit, la prochaine fête, vous me dites, je viens, puis je viens venir avec mes filles, puis on va bien manger, puis on va danser, on va écouter de la musique, puis on va passer du temps sympa ensemble. Mais c'est que des femmes, en fait. Ouais. Ça reste toujours un environnement très féminin. Puis après, moi j'ai dû vraiment m'éloigner et couper, parce que j'ai dû couper avec le système patriarcal, qui m'enlevait mes libertés, puis qui me brimait, puis qui faisait que j'arrivais même plus à apprécier ces moments-là, tellement je sentais cette pression sur moi et cette exigence que j'avais. Mais je pense que je suis particulièrement exigeante vis-à-vis de la liberté. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Il y a des gens, quand ils ont moins de liberté, peut-être ça les gêne moins ou pas. Moi, je trouve ça insupportable. Je peux pas vivre... je dis, j'assume clairement, je suis une femme libre. Vraiment, mon message politique d'intégration, c'est de dire à tous les auditeurs et auditrices, c'est de dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas né en Suisse que vous ne pouvez pas faire de politique. En tout cas, si le récit de Mariam t'a touché et t'a intéressé, tu peux le retrouver par écrit avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte social et historique dans lequel tu étais avant de partir. C'est vraiment un très beau livre. Je trouve que c'est hyper important de mettre en lumière justement des récits de femmes, parce qu'il faut pouvoir se raconter et pas se laisser être raconté par autrui. D'ailleurs, tu vois, le fait que tu dises aux personnes de faire de la politique, de justement prendre la parole, ne pas hésiter en fait à se montrer, même si on n'est pas du pays dans lequel on vit, etc. C'est hyper important, parce qu'en fait, si on ne parle pas pour nous, on parle à notre place. Et les personnes qui parlent à notre place, souvent, dressent un portrait qui n'est pas fidèle à nos réalités, que ce soit en termes de classe, en termes de race, en termes de genre. En tout cas, c'était un échange super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, c'était très chouette. Merci. C'était super. Ouais.